On est au mois d'août, on est au lac Ontario. C'est la pêche d'automne. On a des conditions particulières. Les saumons, présentement, se tiennent à l'embouchure des rivières. Les saumons de 3 ans d'âge qui sont prêts, qui sont matures sexuellement, qui ont passé leur dernier été dans le lac, se sont nourris tout l'été, ont pris du poids. Et présentement, ils s'apprêtent à remonter dans les rivières. Ils vont se tenir à l'embouchure des rivières et ils vont attendre le prochain gros coup d'eau. Lorsqu'il va y avoir de la pluie sur 1 ou 2 journées, environ 30 mm de pluie qui va s'être accumulée. Le niveau des rivières va avoir monté un petit peu et c'est ce qui va donner le signal aux gros saumons matures de monter dans la rivière pour aller frayer. Le lac Ontario, à l'origine, c'est un lac qui contenait du saumon atlantique, de la Wanamiche. C'est du saumon atlantique qui est confiné à un espace en eau douce et qui ne peut pas aller vers la mer. Le lac contenait beaucoup de Wanamiche dans les années avant que les Européens arrivent. C'est un poisson qui était très recherché par les Amérindiens, qui servait de nourriture principale. Lorsque l'ère industrielle est arrivée et que l'homme blanc s'est établi, on a fait de la surpêche. On s'est mis à faire des barrages sur les rivières, ce qui a bloqué l'accès aux sites de fraye pour la Wanamiche, entre autres. La truite grise, elle, fraye plus sur des hauts fonds rocheux. Et le fait de faire des barrages sur les rivières a fait que la Wanamiche du lac Ontario, l'espèce a complètement disparu. On a, à ce moment-là, aussi fait beaucoup de pollution, ce qui n'a vraiment pas aidé. Et la souche de Wanamiche du lac Ontario est maintenant éteinte et il n'y en a plus du tout. C'est une espèce qui a disparu complètement. Pour ce qui est de la truite grise, qui était le second prédateur qu'on retrouve dans ce lac-là, elle a été surpêchée. Les gens avec leurs filets, lorsqu'on est arrivé avec des bateaux à moteur pour remplacer les voiliers, ça a permis de faire des pêches vraiment énormes et l'activité commerciale des pêcheries a augmenté de façon exponentielle au point où on a pratiquement vidé le lac de ces truites grises. On s'est alors retrouvé avec un lac, un très gros plan d'eau qui était très riche en éléments nutritifs, beaucoup de plancton, beaucoup de ménées, beaucoup d'éperlans arc-en-ciel qui était la proie principale des truites grises et le fait qu'on ramasse beaucoup par la pêche de truites grises et à ce même moment-là, il y a la lamproie marine qui a remonté par le fleuve Saint-Laurent et qui s'est adapté au lac Ontario en eau douce. C'est un poisson qui suce la chair, le sang de son hôte, du poisson auquel il va s'attacher. C'est comme une grosse sangsue. Et l'arrivée de la lamproie dans le lac Ontario a pas aidé et a aussi aidé à presque la disparition de la truite grise dans le lac. Donc on se retrouve avec un lac, un plan d'eau très gros, très vaste, avec beaucoup de ménées et très peu de prédateurs. Et dans les mêmes années, ce qui est arrivé, des bateaux qui viennent d'Europe, le Canada est un très grand producteur de céréales
Et les bateaux européens viennent depuis longtemps au lac Ontario pour chercher des céréales et les ramener par chez eux. Donc pour se donner du poids, ils remplissent leur cale d'eau et ces bateaux-là partent de plans d'eau douce. Comme on a ici, le lac Ontario descend vers l'océan, vers le fleuve. Là-bas, c'est des gros plans d'eau douce. Ils descendent par des fleuves aussi, se retrouvent à l'océan. Donc les bateaux se remplissaient d'eau douce à même les lacs d'où ils partaient, traversaient l'océan, montaient ici et ils venaient accoster et se déchargeaient de cette eau-là pour s'alléger et se remplir de céréales et ramener ça à la maison. Dans l'eau qui a été relâchée, on a mis beaucoup de nouvelles bébites qui n'existaient pas auparavant dans nos eaux. Entre autres, il y a eu la mousse zébrée qui est emmenée de cette façon-là. On a le Gasparo. Le Gasparo, c'est un petit méné d'environ 5, 6, 7 pouces de long qui vit habituellement en mer, mais en étant amené ici par les bateaux, s'est adapté à l'eau douce et a envahi complètement le lac Ontario. Et les Gasparos qui sont arrivés ici se sont trouvés dans un plan d'eau encore là, plus de prédateurs, énormément de bouffe. Les Gasparos sont multipliés de façon faramineuse au point où ils ont commencé à mourir pour cause de maladies, pour cause de manque de nourriture. On s'est retrouvé avec des poissons morts, des ménés qui pourrissaient, qui s'échouaient sur les plages et ça puait, ça causait vraiment un gros problème environnemental. Les villes devaient engager à ce moment-là des gens avec des tracteurs pour nettoyer les plages pour que les gens puissent avoir accès et se baigner dans les cours d'eau. Mais vu que c'était un problème économique très important, ça coûtait cher aux villes, les biologistes à ce moment-là, au niveau canadien, au niveau américain, se sont penchés sur la question et ont dit qu'est-ce qu'on a comme solution pour régler le problème. Et c'est là qu'ils ont pensé d'insérer du saumon du Pacifique. Le saumon du Pacifique, le Chinook, le Koho, c'est des espèces qui vivent habituellement en mer, qui viennent au monde en rivière, descendent en mer, en eau salée, passent leur vie là. Le saumon Chinook, lui, vit 3 années en mer habituellement et va ensuite remonter les rivières et se reproduire et mourir après la reproduction. Il est prédéterminé génétiquement pour mourir. Là-bas, il y a peut-être des dizaines de milliers de kilomètres à parcourir avant d'aller frayer. Donc, on a mis ces saumons-là ici dans le lac Ontario et il s'est mis à se nourrir de Gasparo. On a eu des saumons qui, au bout de 3 ans, ont atteint une trentaine de livres et à la quantité de saumons qu'on a mis, on a réussi à régulariser le niveau là, des Gasparos. Ça nous a donné une pêche commerciale, pas commerciale, mais une pêche sportive de qualité. Les gens sont mis à pêcher, à sortir des gros poissons. C'était très intéressant pour les pêcheurs sportifs. Ça fait rouler l'économie et on a réglé le problème des Gasparos qui étaient en surnombre. Et maintenant, on a des plages très propres puis on a une pêche de qualité. Quand un pêcheur aborde un lac, un grand plan d'eau comme le lac Ontario, ça peut être un peu difficile de savoir par où commencer. Il y a tellement de territoires à couvrir. Une chose qui est importante, c'est de savoir où se trouve le poisson. On dit souvent qu'un plan d'eau contient, que 10% d'un plan d'eau contient 90% des poissons. Et c'est effectivement le cas. Donc, quelqu'un pourrait embarquer sur le lac, mettre ses lignes à l'eau et troller pêcher à la traîne pendant des heures et des heures et ne rien prendre s'il n'est pas dans une zone où le poisson se tient. Le saumon va se tenir, lui, à l'endroit souvent où sa bouffe se trouve. Le Gasparo est un petit méné qui se tient habituellement en banc. La particularité du Gasparo, c'est que lorsqu'il fait noir, lorsque le soleil à l'horizon est absent ou très bas à l'horizon, il va faire noir dans l'eau. Lorsque le rayon du soleil arrive avec un angle d'incidence très prononcé, la lumière, au lieu de pénétrer dans l'eau, la lumière va être réfléchie comme un miroir. À ce moment-là, entre le lever du soleil et environ 8-9 heures le matin, on peut dire que sous l'eau, si on descendait, il n'y aurait pratiquement pas de lumière. En conditions de luminosité très faible, comme ça le matin, les ménés, les Gasparos vont se rassembler en boule. Il fait noir, ils ne se sentent pas sécures. Pour se sécuriser, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rassembler et ils vont s'avancer près de la surface et près de la berge. Cependant, lorsque le soleil va monter à l'horizon, à un moment donné, il arrive un angle où la lumière va pénétrer à l'intérieur de l'eau. Lorsqu'il se met à faire clair dans l'eau, le Gasparo va se disperser. Il fait clair, il se sent en confiance, il va se disperser un peu sous la surface de l'eau et il n'y aura plus de concentration de ménés. Donc, une des façons de pêcher le saumon, c'est lorsqu'il est rassemblé près de sa nourriture, tôt le matin, quand il fait noir. Souvent, les gens vont sortir de la marina vers 5h30. On s'arrange pour sortir sous l'eau, mettre nos lignes à l'eau et pouvoir commencer à pêcher lorsque le soleil apparaît. C'est plus facile pour manier les lignes. Et c'est souvent la meilleure période de la journée pour la pêche. Donc, entre le lever du soleil et environ 9h le matin, quand il fait noir dans l'eau, on va voir sur notre sonore des boules de ménés. C'est facile à ce moment-là. Souvent, on va aussi voir les beaux croissants, les gros saumons qui tournent autour de ces bancs de ménés-là. Et c'est facile pour un pêcheur de mettre son boulet à l'eau et d'aller placer son leurre à l'endroit où il voit les croissants, où il voit les gros poissons. On augmente nos chances. Tout pêcheur qui vient sur
un plan d'eau, même s'il est nouveau. Lorsqu'on voit des poissons sur l'écran, c'est facile de mettre son leurre devant le poisson. Et les chances, lorsqu'on le voit près d'un banc de méné et que c'est parce qu'il fait noir que les ménés sont en boule, on sait que le poisson est en chasse et que la pêche va être facile. À ce moment-là, qu'on mette n'importe quoi dans l'eau qui brille, qui fait du bruit, le saumon est très agressif, risque de mordre. Donc des pêcheurs sans expérience, venir au lac Ontario et faire de très belles pêches tôt le matin. Où ça se corse, c'est lorsque vers 9 h, le soleil monte à l'horizon, il se met à faire clair dans l'eau, les ménés se dispersent. Le saumon ne perdra pas son temps à courir après un ou deux ménés. Il va dépenser plus d'énergie à courir après sa bouffe que ce que ça va lui apporter. Donc les saumons, à ce moment-là, c'est là qu'ils vont retraiter en profondeur. Ils vont souvent aller coller fond un peu comme une truite grise. Et ils vont rechercher l'eau de 42 à 48. Comme guide de pêche, évidemment, on fait prendre des poissons aux clients le matin. Et l'avantage qu'on a, c'est quand on connaît le comportement des poissons, on peut aller chercher à l'endroit où il va se reposer. Évidemment, il est plus dispersé. L'eau de 42 à 48, il y en a quand même beaucoup. Mais on est capable de continuer à prendre du saumon pendant toute la journée. Les gens qui continuent à pêcher sur le bord où étaient les boules de méné risquent de ne pas prendre de poissons s'ils continuent à pêcher là. Cependant, le soir, lorsque le soleil va baisser à l'horizon, l'angle d'incidence va revenir trop prononcé. Le soleil pénètre plus dans l'eau. Et les ménés vont se rassembler encore une fois et les saumons vont revenir des profondeurs et ils vont revenir se nourrir des ménés. Donc le saumon va venir en surface, en zone moins profonde, quand il fait noir principalement. Donc ça veut dire que lorsqu'une journée est très nuageuse, il y a des orages, on peut avoir des bancs de ménés pendant toute la journée. Si le soleil ne pénètre pas les nuages, il va faire noir en bas. Et fait qu'on a des conditions de matin à longueur de journée s'il fait mauvais. Donc la truite arc-en-ciel, le saumon coho, deux espèces d'eau chaude, vont venir rarement près de la berge. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'ils ventent dans une direction pendant plusieurs jours, la masse d'eau chaude peut être déplacée vers les États-Unis ou à l'inverse, tout s'en venir du côté de l'Ontario. Et l'eau froide des profondeurs va aller prendre la place et peut venir jusqu'à la surface. Donc, c'est pour ça, dépendamment, vu que les vents tournent d'un bord, peuvent être inversés d'une semaine à l'autre, on se retrouve près des berges, avec de l'eau froide en surface une semaine et de l'eau chaude en surface l'autre semaine. La truite n'aime pas le changement. Par contre, au centre du lac, la masse d'eau chaude, elle, va être beaucoup plus stable. Ce qui fait que les truites vont se tenir plus au milieu du lac. Les truites vont se tenir dans la masse d'eau chaude. Si on a 50 pieds d'eau chaude, nos truites vont se retrouver dans 50 pieds. Et en bas, en eau froide, on va avoir des saumons chinooks qui vont aussi aller vivre. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a deux sous-espèces de saumon chinook. La première va se tenir à l'intersection de la berge et de la thermocline. La deuxième sous-population de saumon, elle, se tient au large sous la couche d'eau chaude. Je vous disais, il y avait trois facteurs que le saumon recherchait. Avoir sa bouffe en eau chaude à proximité, avoir de l'eau froide pour se reposer et avoir une structure. Il y a certains poissons qui vont laisser de côté la structure et qui vont se diriger au large, vu qu'il y a du baitfish, du méné qui est en surface. Le saumon chinook, lui, va se tenir en profondeur et va monter se nourrir lorsque le méné est en boule le matin et le soir. Donc, même si on va pêcher au large pendant la journée, c'est toujours intéressant de laisser une ligne en profondeur sous la thermocline. On risque d'accrocher un chinook par-ci et là. Mais il est plus dispersé, le nombre de captures va être beaucoup moins fréquent. Quand on parle de structure, ça peut être soit une roche, un cap rocheux, ça peut être un précipice, un arbre mort tombé. C'est beaucoup plus facile à s'imaginer quand on pense à un lac à dorée par exemple, un lac à truite. Il y a une source, l'eau froide qui arrive, le poisson va se tenir près. Il y a une grosse roche, il y a un quai, le poisson, la chigan va se tenir sous la structure pour se cacher. Ça lui sert d'habitat et sa nourriture va passer très près. Donc, il se tient dans ce territoire-là. Dans les grands lacs, ce qu'on a comme structure pour le chinook, ça va être justement le fond et des zones où on a de l'eau chaude et de l'eau froide. Pour lui, c'est sa référence. Quand on parle de truite qui se tient en eau chaude, elle va être au large parce que la température est plus chaude, elle est beaucoup plus stable et ne varie. La masse d'eau chaude va être poussée par les vents plus d'un bord ou de l'autre. Elle peut se déplacer de 5-10 km en une semaine, mais la même masse va rester là et les poissons vont suivre tout simplement. Plus le vent est dans une même direction pendant plusieurs jours, plus on va avoir des débris qui vont s'être accumulés sur une courte distance. On peut avoir par exemple un 10 pieds, un 15 pieds ou un 100 pieds de ligne de débris. Évidemment, les débris, les papillons de nuit, les insectes qui muent, qui échappent leur carapace, ça va tout s'accumuler là. Donc, tout ce qui tombe à l'eau dans un lac comme le lac Ontario va se ramasser dans ces lignes-là de débris qu'on appelle en anglais des scum lines. C'est un endroit qui va attirer les ménés et qui va aussi attirer la truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel se nourrit de ménés, se nourrit aussi de papillons de nuit et d'insectes. Donc, c'est des gardes-manger pour nos poissons. Je vous parlais de scum line, c'est ce qui attire les truites. Donc, on peut avoir des dizaines de kilomètres où on n'a pas de poissons, mais l'endroit où on a la ligne, tout le poisson va être concentré. Là, on peut avoir 90% de nos poissons
qui va être concentré sous cette ligne-là. Il peut être sous la ligne de débris, il peut être un peu à gauche, à droite. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va zigzaguer pour maximiser nos chances. Si le poisson se tient à droite, ben on va passer dans ce territoire-là de toute façon. Et le fait de zigzaguer va faire que nos leurres accélèrent, ralentissent. C'est souvent un facteur qui va faire mordre nos truites. La façon de trouver ces scrumlines-là, souvent ça va être de sortir à 9 heures, on va rentrer nos lignes, on va ouvrir les moteurs et on va se diriger en ligne droite vers le milieu du lac. Ce qui est important d'avoir, c'est la température, une mesure de température sur votre centre de sonar. En surveillant votre température à l'écran, vous allez voir que vous pouvez rouler pendant des kilomètres et des kilomètres en roulant à 20-30 000 à l'heure. Vous pouvez rouler pendant 30-40 minutes, pratiquement vous rendre au milieu du lac et vous surveillez la température. Et vous pouvez avoir de l'eau à 68 Fahrenheit, 68 Fahrenheit, 68 Fahrenheit pendant plusieurs minutes, une demi-heure s'il faut, 40 minutes. Des fois, ça peut être 10 minutes. Et à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir une augmentation rapide de température. Ça peut monter de 68 à 73 ou ça va passer de 68 et ça va passer à 58. C'est des zones où on vient de voir un changement de température brusque. On sait que c'est là que la température d'eau va être très différente d'un bord et l'autre, densité différente, l'eau ne se mélangera pas. À ce moment-là, on va arrêter là et on va se mettre à zigzaguer dans ce coin-là. Lorsque le lac est calme, on va voir très bien la différence. L'eau qui est plus dense, lorsqu'il y a très peu de vent, le vent n'aura pratiquement pas d'effet sur cette eau-là, ça va être calme comme un miroir. Et 2 pieds plus loin, si l'eau est plus chaude, le vent va avoir un effet et il va réussir à créer des petites vaguelettes. Si ça donne aujourd'hui, on pourra vous montrer, mais c'est très visible à l'œil nu. On va voir une zone d'eau calme, une zone avec des petites vaguelettes et on voit qu'il y a une ligne. Encore là, comme si quelqu'un avait échappé du pétrole, on voit vraiment une nappe d'eau qui a une texture différente. C'est l'endroit où on devrait arrêter pour pêcher. Des fois, il faut faire beaucoup de distance pour la trouver, mais ça vaut la peine. Lorsqu'il y a de la vague, donc quelqu'un qui n'a même pas de sonde de température, qui n'a pas de lecture de température sur sa sonde de downrigger, peut quand même se diriger vers le large et identifier ces zones-là à l'œil nu. Souvent, les ballons d'enfants, que je vous disais, ça tombe à l'eau. C'est très visible de loin, ça va refléter le soleil, des gros arbres qui sont tombés, qui vont s'accumuler. De loin, on peut les spotter et arrêter de pêcher là. L'endroit où ça se casse, si on n'a pas de mesure de température, lorsqu'il y a de la vague de 2-3 pieds, si on veut trouver les scrumlines, on va se diriger vers le large et on surveille la température. Et lorsqu'on voit la différence de 5-6 degrés ou des fois seulement que 3 degrés, c'est ce qui nous dit on va arrêter. Souvent, on part avec des clients, on dirige vers le large et à un moment donné, on arrête en plein milieu de nulle part, on met les cannes à l'eau, on voit du poisson sur le sonore et ça meurt. Et là, les gens se disent, ça fait 2 semaines que je pêche avec mon bateau, j'ai rien pris au large. Toi, tu y vas, t'arrêtes n'importe où, puis tu as du poisson qui meurt. En fait, je leur explique que c'est ma température d'eau que je surveillais et c'est le spot où vraiment il y a eu une grosse variante. Donc, malgré la vague, on ne voit rien visuellement. Les vagues autour de nous se ressemblent toutes, mais je vois sur mon sonore qu'il y a une différence de température. Évidemment, dans les vagues, les débris vont être un peu plus étalés, vont être un peu plus dispersés, mais la truite, si c'était calme la veille et que les cochonneries étaient rassemblées, la truite se tient là. Le lendemain, ils ventent, les cochonneries sont dispersées, la truite va quand même demeurer dans le secteur. Donc, c'est la façon de trouver un spot de pêche. On peut avoir de l'action qui fasse gros soleil, nuageux. La truite arc-en-ciel, elle, mord tout le temps.
On peut reconnaître ce saumon chinook à sa bouche. Si vous regardez ici, on a à l'intérieur un palais noir, des gencives très noires aussi, qui sont caractéristiques d'un saumon du Pacifique. Ça fait que ça nous dit que c'est un saumon, soit un saumon koho, soit un saumon chinook. La deuxième façon d'identifier et de différencier un chinook d'un saumon koho, c'est d'aller voir la queue. Si vous regardez la queue, on a des points noirs très foncés sur le haut et sur le bas de la queue. C'est spécifique à l'espèce chinook, qu'on appelle le king salmon. Si on avait un saumon koho, on aurait des points noirs sur la partie supérieure de la queue, mais la partie inférieure de la queue, la moitié inférieure ce serait argent tout simplement. Une des méthodes qu'on utilise pour pêcher en profondeur, ça s'appelle la ligne de cuivre. C'est un peu comme une ligne de plomb, à la différence que le milieu est en cuivre et qu'il n'y a pas de gaine comme telle. La ligne de cuivre est un métal qui est très pesant et ce qui va nous permettre de faire descendre notre leurre en profondeur, c'est le poids du métal. Plus on va étendre long de cette ligne-là, plus on va pouvoir aller profond. J'ai plusieurs cannes ici sur mon bateau qui ont des longueurs de ligne de cuivre qui sont préétablies et qui vont me permettre d'aller pêcher à différentes profondeurs. J'ai une canne ici qui est établie à 150 pieds. 150 pieds va me permettre d'aller pêcher dans une profondeur d'eau de 40 à 60 pieds environ. C'est un fil qui a un très gros diamètre, donc ça prend un moulinet qui est surdimensionné. Le fil étant très gros aussi, la jonction de notre bas de ligne et de notre ligne principale va avoir un nœud qui va être quand même assez gros. Ça nous prend, pour cette raison-là, une canne qui a des gros anneaux. Une canne faite pour la ligne plombée. Et souvent, on va essayer d'avoir des anneaux qui n'ont pas d'insert d'intérieur en céramique. Un anneau de métal va faire que le nœud va passer mieux. Lorsque la céramique, le nœud peut à l'occasion faire débarquer la céramique et ça va endommager votre canne. Pour étendre nos lignes de cuivre, on pourrait simplement déployer notre ligne derrière le bateau, la laisser descendre en profondeur, comme on fait avec une ligne plombée pour la truite grise. Si on mettait une deuxième ligne, par contre, et que cette ligne-là était trop près de l'autre, on a des risques d'emmêlement qui peuvent se produire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'étaler nos lignes de façon latérale, les éloigner du bateau. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle des planner boards. Il existe deux types de planner boards. Le premier est un petit bateau qui a cette forme-ci et qu'on va attacher directement sur notre ligne principale. Donc, on va étendre notre ligne de cuivre complètement et on va aller installer un petit bateau. La ligne de cuivre, ce n'est pas tout le moulinet qui contient la ligne de cuivre. Le fond va être rempli. On va avoir un backing qui va être composé de monofilaments de 30 ou 20 livres, par exemple. Et on attache toujours nos dériveurs en ligne sur le monofilament. L'autre façon de pouvoir éloigner nos lignes, une fois qu'elle est déployée derrière le bateau et qu'on veut la tasser vers l'extérieur, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un système de mât avec dériveurs géants. Ces dériveurs-là sont souvent pliables, peuvent être déployés, ça se sert facilement dans le bateau. Et ça va être attaché à un gros mât. Je vais vous le déployer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Alan, tu vas maintenir une ligne droite, s'il te plaît. Les trois planches qui forment le dériveur sont attachées par le côté, ce qui fait que lorsqu'on vient tirer ou on vient simplement stopper la ligne, notre dériveur va s'éloigner le long du bateau. Le but, c'est de tendre comme une corde à linge dont on va servir finalement pour éloigner notre ligne du bateau. Le but, c'est d'aller attacher cette attache-là sur notre fil principal. Je me suis rajouté sur ma ligne principale de planner board une petite corde
qui me permet simplement d'aller capturer la ligne principale, de venir clipper mon support à rideau de douche et je peux relâcher le tout. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de donner davantage de cordes. Et le fait que le bateau fait une traction sur la cuillère tire, et vu là qu'on a un angle dans notre corde, c'est une corde qui est cirée, qui glisse, eh bien notre attache va s'éloigner du bateau. Plus je donne de ligne, plus ça va s'éloigner. Donc 75 pieds étant ma ligne la plus courte, je vais l'éloigner le plus possible du bateau. On va ensuite mettre une 150 pieds qu'on va placer à une distance plus près du bateau et on peut aller avec une troisième ligne qui va être plus longue. Donc plus de lignes de cuivre, elle va être plus profonde. Ce qui va se passer si un poisson mord sur une des lignes, c'est simplement que la petite pince va relâcher notre monofilament. Et si la ligne du fond est plus courte en cuivre, si elle est plus courte, elle va simplement s'en venir vers le derrière du bateau. Et les deux autres lignes qui sont entre moi et le dériveur étant plus longues, elles vont être plus profondes. Donc la ligne de 75 pieds va passer par-dessus les deux autres. J'ai un schéma ici qui montre un peu l'installation qu'on vient de faire. Okay? Notre bâton se pointe vers l'avant. On voit que la ligne la plus éloignée du bateau est notre ligne de 75 pieds. On a une ligne à 150 et une ligne à 300 ou 450 qui va être plus près du bateau. La façon d'installer, ici sur notre ligne de cuivre, on a notre backing de 30 livres de monofilament. On n'installe jamais un dériveur sur de la ligne plombée, sur la ligne de cuivre. C'est très rigide et ça risque de casser et de faire une coche dans notre fil. La façon de fonctionner pour ce modèle-là, qui est un walleye board de Church Tackle, il y a d'autres compagnies qui en fabriquent aussi. Ce modèle-ci est très simple. Il s'agit de venir tirer une pin qui est actionnée par un ressort pour libérer l'espace et on vient glisser le monofilament et on referme tout simplement. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la pince et venir placer notre fil. Lorsqu'on dépose ce planner board à l'eau, ce dériveur de surface en ligne, qu'on appelle communément, lui, il va se déplacer vers l'extérieur. Et c'est suffisamment serré pour ne pas lâcher. Si on déploie 200-300 pieds de fil, on installe un dériveur et on tasse ça sur le côté. Lorsque ça mord, le dériveur, au lieu de se tenir près du bateau, sur le côté, il va avoir tendance à reculer. Lorsque le poisson donne des coups de tête, le leurre va s'enfoncer dans l'eau. C'est le signe qui va nous dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. On va simplement pointer notre canne vers le dériveur, le ramener tranquillement. Lorsqu'on arrive dans le bateau, on va venir le déclencher comme ça et on est prêt à combattre notre poisson directement sans le dériveur. Okay. La façon de le déployer, ici j'ai plein d'autres lignes. Si je le mets à l'eau et je le retiens, il va aller se mélanger dans toutes mes autres lignes. Une façon commode de déployer ça quand on a des lignes dans les jambes, c'est simplement d'ouvrir votre moulinet et de le laisser flotter au centre. Donc toutes nos lignes sont sur les côtés du bateau, on n'a rien au centre. Donc notre ligne qu'on vient d'étendre, elle, a fait que traîner derrière. Lorsqu'on est à une distance raisonnable du bateau, environ 200 pieds, on va simplement venir bloquer notre moulinet. Vous voulez regarder notre petit bateau. Lorsqu'on le retient, il va aller se placer et il va s'éloigner vers la gauche. Un autre outil qu'on utilise pour descendre en profondeur et éloigner les lignes du bateau, c'est ce qu'on appelle une plaque de plongée. Une plaque de plongée, c'est simplement une rondelle de plastique munie d'un plomb orientable vers la gauche, vers la droite et munie d'une attache qui est attachée avec un angle. Notre fil va venir être attaché ici et va... Okay. Le fait d'être tiré par le dessus va faire que la plaque va emmener notre leurre vers les profondeurs. Différentes compagnies fabriquent des plaques de plongée. On a la compagnie Lord Johnson qui fabrique le très connu Deep Sea Diver, mais on a aussi la compagnie Walker qui fabrique le Deeper Diver qui vient d'être récemment mis sur le marché. Les deux fonctionnent très bien. Le Deep Sea Diver, il est possible de faire un ajustement du plomb vers la gauche ou vers la droite, ce qui va faire que notre plomb qui va descendre en profondeur peut aller non seulement en profondeur, mais vers un côté ou l'autre, dépendamment de la direction du plomb. Et l'autre modification qu'on peut faire sur nos Deep Sea pour aller plus ou moins creux, c'est d'augmenter ou de diminuer la surface qui va
traquer dans l'eau. La façon de faire, c'est qu'on peut mettre des anneaux. On peut enlever l'anneau et avoir une surface plus petite. À ce moment-là, c'est plus un plomb. Le planeur va plus descendre en profondeur. Mais si on veut, on peut venir placer une rondelle qui va augmenter la surface. Si on veut que notre leurre, plutôt qu'aller profond, on peut l'envoyer vers le côté du bateau. Lorsqu'une plaque de plongée est dans l'eau, elle exerce une très forte traction. Lorsque le poisson va attaquer, il va venir déclencher ici notre barre qui est rattachée dans la pince et ça va faire qu'on ne va pas combattre notre poisson sans avoir la traction du dériveur. Via une vis, c'est possible d'ajuster la tension. Si on veut qu'un simple petit poisson puisse déclencher notre plaque de plongée ou si on veut que ce soit plus résistant et que seulement les gros poissons. Évidemment, plus le bateau va vite, plus on devra mettre de tension. Sinon, la vitesse du bateau va faire que ça va déclencher. Et si ça déclenche, bien, le leurre ne plongera plus, il va s'en venir vers la surface et ça va être facile de le voir par l'angle de notre canne. Lorsqu'on veut changer de leurre, c'est possible par un coup de poignet de simplement donner un petit coup sur la canne et on est capable d'aller le déclencher et de ramener notre plaque de plongée jusqu'au bateau pour soit rentrer nos lignes ou recommencer. Si on avait à l'eau un fil de monofilament sur une plaque de plongée et qu'on avait très longue ligne de sortie, lorsque viendra le moment de vouloir rentrer notre plaque, si on donne des coups, le monofilament va s'étirer et ça va causer des problèmes. On ne sera jamais capable de le déclencher. Il va falloir ramener sous tension notre plaque. Pour cette raison, c'est préférable quand on utilise des deeper divers ou des deep sea divers, c'est d'utiliser une ligne de métal qu'on appelle du wire en anglais. Cette ligne-là fait que lorsqu'elle est déployée dans l'eau, on a beau avoir 300-400 pieds de ligne de sortie, 200 pieds. Lorsqu'on veut rentrer notre plaque, un petit coup de poignet et ça va déclencher, étant donné qu'il n'y a pas d'étirement. Le désavantage, c'est que lorsqu'il y a des attaques de poissons, des attaques qui peuvent être très violentes parfois, le poisson donnant un coup de tête, si la ligne n'étire pas, on risque de casser. Lors du déploiement des deep sea divers, c'est important de maintenir une tension pour que le planeur puisse s'éloigner un petit peu. Si on avait des lignes sur les downriggers au centre du bateau et qu'on faisait simplement mettre le deep sea à l'eau et le laisser aller, le plomb amènerait le leurre probablement dans nos autres lignes et on aurait des emmêlements. Donc, par contre, si on le met à l'eau et qu'on le retient légèrement, le leurre va dériver vers l'extérieur. J'ai orienté le plomb un peu de côté pour permettre à mon leurre. Ce que je veux faire, c'est l'emmener entre le bateau et mon dériveur. Donc, j'ai mes lignes qui sont déployées là-bas. On n'en a simplement qu'une pour l'instant, mais on pourra en mettre deux, en mettre trois. Et je vais mettre mon dépit qui va aller se placer le long du bateau. Si je bloque mon moulinet, la traction est très forte. Ça devient difficile d'aller mettre la canne dans le porte-canne. Ce que je conseille aux gens, c'est que dès que la plaque de plongée est à l'eau, c'est lorsque ça déroule, l'idéal, c'est d'aller tout de suite porter la canne dans votre porte-canne, comme ça, et de le laisser déployer. Il existe, quand on achète ces petits attracteurs-là, les plaques de plongée, une petite charte à l'arrière sur l'emballage qui va vous dire combien de lignes doit être déployées pour aller à 20 pieds, à 30 pieds, à 100 pieds. Donc, dépendamment de la profondeur à laquelle vous voulez. Là, on sait qu'on a déjà, par exemple, nos 3 lignes de plombée qui vont de la surface jusqu'au fond et qu'on va avoir nos downriggers qui vont aller en profondeur. Habituellement, je mets très peu. Je peux mettre 75 ou 100 pieds de ligne pour mes deep sea divers. Ça fait un leurre qui va évoluer entre mes deux méthodes, finalement. Encore une fois, en ayant une ligne qui n'a pas d'étirement, une attaque de poisson peut faire que c'est le petit 4 pieds de monofilament qui va prendre tout le coup. Si notre moulinet est bloqué et qu'il ne donne pas de ligne, ça risque de casser. Et ça arrive où le poisson va simplement se déchirer la bouche. Ce qui est important de faire, lorsqu'on a installé notre deep sea diver, il faut simplement venir diminuer notre frein. Sans toucher à la ligne, on va diminuer le frein jusqu'à ce que la ligne sorte d'elle-même. Lorsqu'elle sort d'elle-même, on va venir juste resserrer légèrement notre frein jusqu'à ce que ce soit borderline et que ça ne sorte plus. À ce moment-là, si un poisson prend notre leurre, un petit coup de tête, puis la ligne va sortir, tout simplement.
Lorsque les saumons s'alimentent dans les grands lacs, les saumons ont des reflets argentés sur les côtés. Lorsqu'ils vont s'alimenter, qu'ils vont être à la recherche de poissons fourrages et qu'ils vont chasser, ils vont nager dans différentes directions, faire des mouvements brusques. Et ça va émettre des reflets qui vont être vus par les autres saumons un peu plus loin. C'est un signe pour les autres saumons, lorsqu'ils voient des reflets dans une direction, qu'il y a un saumon qui s'alimente et ils vont se dire qu'il y a de la nourriture et ils ont l'instinct de s'y diriger pour se nourrir eux aussi. C'est un peu comme ça que les saumons peuvent communiquer entre eux autres. Pour imiter des saumons qui s'alimentent, dans le but d'attirer d'autres saumons dans la région où on va mettre nos leurres, on va utiliser ce qu'on appelle un flasher. Un flasher, c'est une pièce de plastique qui est asymétrique, un peu en forme de pointe de flèche, mais qui a une queue qui est plus grosse un peu et dans une direction, qui peut avoir ou pas un aileron, comme ça ici. Le but du flasher, c'est de tournoyer dans l'eau. Ces flashers-là vont tourner vont faire des cercles d'environ 5 pieds de diamètre et ça va émettre des reflets dans différentes directions. Ça va amener des saumons près de nos leurres et en dessous du bateau. On se sert du mouvement du flasher pour donner de l'action à des leurres qu'on va placer derrière. Comme leurre, on peut utiliser ce qu'on appelle du code bait. C'est une lanière de hareng qui est un appât naturel. C'est du hareng qui vient du Pacifique, qui est vendu sous forme congelée, qui est pré-découpé lorsque congelé et qui est vendu par la compagnie qui fabrique aussi une tête de plastique. Et les deux sont faits pour s'emboîter l'un dans l'autre, comme ça ici. Une fois la lanière de hareng placée, il suffit d'utiliser un cure-dent et il y a déjà des trous de percés pour venir bloquer notre lanière de hareng ici et la garder en place. On s'arrange pour que l'hameçon, qui ne doit pas être attaché, vienne suivre tout simplement. On a déjà une courbure qui est environ la courbure d'une canette de bière qui va donner une action au leurre. Lorsque ce morceau d'hareng-là va être tiré vers l'avant, il va tournoyer sur lui-même à une fréquence de 2 tours par seconde environ. C'est une action qui est très attirante pour le saumon. Et lorsqu'il va le prendre en bouche, le saumon va reconnaître la texture et la saveur. Il va le garder plus longtemps. Et c'est un leurre qui est très efficace, surtout pour les gros saumons, tôt le matin, en fin de journée surtout, et aussi au mois d'août. On appelle ça du code bait. On va utiliser nos flashers la plupart du temps sur nos downriggers ou on va l'utiliser sur des plaques de plongée. En fait, toute méthode qui permet d'emmener un leurre en profondeur, on peut lui mettre un attracteur. Dans le downrigger, ici, côté passager, on a simplement une cuillère. On va venir installer une tricheuse. La tricheuse, c'est une seconde cuillère qu'on peut installer sur une même ligne. Donc, quand vous êtes deux sur un bateau, vous êtes limité à 4 cannes à pêche sur un plan d'eau comme le lac Ontario, la tricheuse va vous permettre de rajouter un leurre de plus sans devoir rajouter de canne comme telle, ce qui est parfaitement légal. La tricheuse est une cuillère avec 2 émerillons et environ 4 pieds de monofilament, un monofilament de plus petit diamètre. On essaie habituellement de prendre un fil de diamètre différent de notre ligne principale. Comme ça, s'il y a des emmêlements, on est capable de différencier quelle ligne appartient à qui. Il suffit simplement de prendre votre petite agrafe ici et de venir la clipper par-dessus votre ligne principale.
Et par la suite, de prendre votre cuillère et de venir la lancer par-dessus bord. On a ici un schéma qui montre un peu ce qu'on a derrière notre bateau aujourd'hui. On a dans chaque coin du bateau un downrigger qui a une tige métallique dirigée vers l'extérieur du bateau et à laquelle on a un boulet d'attaché et on va avoir une cuillère en profondeur. On en a une à chaque extrémité. Certains bateaux vont aller jusqu'à 3 ou 4 downriggers. À ce moment-là, on les dirige, au lieu d'aller vers le côté, on va les diriger vers l'arrière du bateau. Donc on peut avoir 1, 2, 3 et 4 downriggers. Ici, on a un bateau un peu plus petit et l'eau du lac Ontario étant très claire, souvent moins de boulets dans l'eau est préférable, c'est moins effrayant pour le poisson. Fait que nos downriggers se trouvent à pêcher vraiment le dessous du bateau et les plaques de plongée qu'on a installées de chaque côté, elles ont été orientées avec un angle. Le plomb a été mis avec un léger angle, un setting de 1 ou de 2 comme réglage. Et ça fait que nos plaques de plongée vont se diriger non seulement en profondeur, mais un peu vers l'extérieur du bateau. Plus le plomb est sur le côté, plus la plaque de plongée va aller loin du bateau et moins elle va aller profonde. On peut placer 1 ou 2 deep sea divers, plaques de plongée, par côté de bateau. Une méthode de plus en plus populaire sur les Grands Lacs, c'est l'utilisation d'un moulinet qu'on appelle un moulinet à mooching. C'est un moulinet qui ressemble à un moulinet à mouche et à action directe. Donc c'est un pivot central et on a simplement à tourner notre poignet pour récupérer de la ligne. C'est un ratio de 1 pour 1. Ce qui veut dire que lorsque le poisson te sort 50 pieds de ligne et tu dois faire plusieurs tours et la ligne ne rentre pas très rapidement. L'avantage, c'est un combat qui est de meilleure qualité. On utilise souvent ces moulinets-là en combinaison avec des cannes qui sont très longues, 9 pieds par exemple, des actions très molles, ce qui va faire que quand le poisson décide de partir pour faire une course, la canne va plier énormément et le moulinet va venir nous donner en fait le même combat que si on pêchait à la mouche. C'est un moulinet qui est fait spécialement pour la pêche sur les Grands Lacs, qui est utilisé énormément dans la région de la côte ouest en Colombie-Britannique, par exemple, à Vancouver, Victoria, pour la pêche du saumon en eau salée, du saumon chinook, qui est l'endroit d'origine du saumon que l'on pêche ici. On appelle ces moulинets-là des knuckle busters, des briseurs de doigts, pour la simple raison que lorsque le poisson veut partir à faire une course, souvent les gens vont tenir la poignée, ce qui fait que la canne emmagasine beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, lorsqu'ils décident de laisser aller le moulinet, ils vont garder les doigts là et le moulinet va simplement se mettre à tourner rapidement et il va venir cogner les jointures des gens. C'est un peu plus compliqué à apprendre à fonctionner, mais lorsqu'on maîtrise la technique, ça va très, très, très bien. Une technique qui permet d'aller pêcher en profondeur, c'est l'utilisation d'un gros boulet de plomb. On a ici un boulet de 12 livres à laquelle on va venir attacher une pince. La technique du downrigger, c'est simple. On utilise un boulet très pesant auquel on va mettre un câble d'acier qui va être attaché à un gros treuil. Il existe différentes compagnies qui fabriquent de ces appareils-là. Ça s'appelle un downrigger. C'est un système de pêche en profondeur contrôlé. Une fois le boulet à l'eau, il y a une façon de descendre notre boulet qui va faire qu'on peut aller à une profondeur prédéterminée. On peut aller à 20 pieds, 30 pieds et on a un petit indicateur qui nous dit à quelle profondeur le boulet se trouve. Derrière notre boulet va suivre une pince à laquelle on va attacher le monofilament et derrière lequel un leurre va suivre. Lorsque le poisson mord, notre petite pince va relâcher le monofilament et ça permet de combattre le poisson directement, un peu à la façon des dériveurs qu'on a à la surface. Un outil qui est de plus en plus populaire aussi dans les Grands Lacs, c'est l'utilisation d'une sonde de température. Je disais que lorsque les saumons ne sont pas en chasse, ils vont retraiter dans des endroits où la température d'eau est très froide, de 42 à 48 degrés Celsius. Évidemment, on peut savoir qu'il fait beau, qu'il fait soleil à la surface de l'eau, s'il fait froid, s'il fait chaud, mais qu'est-ce qui se passe à 100 pieds? Est-ce que l'eau est froide? Est-ce que l'eau est chaude? Ce petit sous-marin-là nous permet de le déterminer. C'est une petite sonde qui contient une batterie 9 volts ou des batteries 2A, dépendamment de la compagnie, qui a une jauge de vitesse, une petite roulette
qui, dépendamment à quelle vitesse la sonde va voyager sous l'eau, va nous envoyer un signal qui va nous dire à quelle vitesse notre leurre évolue à 100 pieds. Donc, s'il y a des courants sous-marins et que notre bateau va à une certaine vitesse en surface, mais qu'au fond, il y a un courant qui est à l'inverse ou dans le même sens que le bateau, de 2000 à l'heure de plus, ça peut faire que notre leurre évolue trop vite ou trop lentement et on aurait peu de succès. Donc, ça va me donner un signal. On a un cadran sur le tableau de bord qui va nous dire à quelle vitesse notre leurre évolue. C'est un signal envoyé par ce petit sous-marin-là. Et il y a une jauge de température aussi. Donc, on va recevoir deux informations venant de notre boulet, la vitesse et la température. Ça nous permet d'aller sonder le fond du lac et de savoir à quelle place le saumon chinook est plus susceptible de se tenir. De quelle façon la sonde envoie notre signal? C'est simple. Oui, à l'envers. Du Chinook par rapport au Koho. Le Chinook a une odeur un peu musquée, alors que le Koho est complètement inodore. Dernier point, si on vient compter ici le nombre de rayons, juste derrière l'anus, okay, le saumon Chinook va avoir de 15 à 19 rayons,
alors que le saumon Koho va ne compter que 12 à 15 rayons. Donc, chez un saumon qui est adulte comme celui-ci, la bouche noire est très spécifique. On sait tout de suite que c'est un saumon du Pacifique. Mais chez des saumons juvéniles d'1 an, 2 ans d'âge, la bouche peut être un peu plus pâlotte. On peut un peu confondre avec une truite. Mais en comptant le nombre de rayons ici, on peut différencier si c'est un Chinook. Si on veut comparer, saumon Chinook à ma droite, à votre gauche, truite à votre droite. Alors ici, on a installé une canne sur notre downrigger. On a, après notre boulet, une cuillère et notre cuillère qui est déployée. Une des façons de rajouter des leurres sans rajouter de canne est l'utilisation de ce qu'on appelle une tricheuse. C'est simplement une cuillère additionnelle que l'on va attacher après un monofilament d'environ 5-6 pieds de longueur, un monofilament très fin, et on va aller clipper à l'aide d'une grosse agrafe sur notre ligne principale, la cuillère, qu'on va lancer par-dessus bord. Et cette cuillère-là va aller se placer à l'apex de la courbe qui est formée par le monofilament. Donc, cette cuillère-là va se placer entre le bout de notre canne et le boulet, dans la partie de monofilament qui descend jusqu'au clip. Et on a notre second leurre qui, lui, va partir du boulet et qui traîne derrière. Ce qui est important dans une tricheuse, c'est de venir utiliser une agrafe qui a un gros diamètre. La raison, et à l'autre côté, on va évidemment prendre un émerillon à roulement à billes pour installer, comme ça ici. Juste vous montrer. L'agrafe qu'on va utiliser, ce qui est important, c'est que lorsque cette cuillère-là qui est déployée au centre sur notre ligne qui descend jusqu'au boulet, lorsqu'un poisson va mordre, ça va faire une traction sur le fil et ça va faire déclencher notre leurre en profondeur. Et la tricheuse, elle va coulisser de la façon suivante sur notre autre leurre. OK? Ça va coulisser de haut en bas. Et pourquoi il faut un gros émerillon? C'est pour que notre agrafe puisse coulisser par-dessus l'émerillon et venir s'installer sur la cuillère. Si on avait une petite agrafe, ça viendrait bloquer au niveau du nœud et ça couperait. Mais une grosse agrafe va aller bloquer ici. Je pense qu'on a un peu de job à faire.
C'est la vapeur qui est dans l'huile risque d'avoir des échymoses. On a ici un schéma qui nous montre un peu qu'est-ce qu'une tricheuse. On a notre ligne principale qui descend jusqu'au boulet et qui est attachée après un clip et notre leurre qui va suivre derrière. Là, lorsque le poisson va mordre, ça va relâcher et on va pouvoir combattre le poisson directement. Lorsque le setup est installé, on profite de l'avantage que notre ligne fait une grande parabole pour se rendre jusqu'au boulet. Cette parabole-là est accentuée du fait que le bateau avance vers l'avant et la pression de l'eau fait reculer notre ligne ici. Ce qu'on vient de faire en jetant une cuillère qui coulisse avec un émerion et 4 pieds de monofilament, cette cuillère-là va coulisser jusqu'à l'apex de notre parabole. Et cette cuillère-là ici va évoluer dans de l'eau qui n'a pas été dérangée par le boulet. Parce qu'au niveau du boulet, il y a toujours la turbulence qui est créée derrière le boulet. Ça peut être quelque chose qui attire le poisson et notre cuillère va se promener dans ça. Mais à l'inverse, on a ici une cuillère qui évolue dans de l'eau qui n'est pas du tout dérangée. Lorsque un poisson mord sur notre tricheuse, ça va venir faire une pression sur notre monofilament et ça va faire déclencher notre ligne de la même façon que si ça avait mordu sur le leurre principal. À ce moment-là, on va voir un relâchement au niveau de notre canne. On va perdre la courbe qu'on avait donnée à la canne qui était sous tension. Ça nous indique qu'il y a une morsure. Et le temps que notre tricheuse coulisse jusqu'à notre leurre, on risque d'avoir un peu de slack. On pense souvent que le poisson est plus là. À ce moment-là, il faut ramener notre lousse dans la ligne le plus rapidement possible. Et lorsque la seconde cuillère va venir atteindre la première cuillère, on va reprendre la tension et le combat va s'engager. Depuis quelques années, c'est la folie furieuse. Il y a de plus en plus de compagnies qui sont mis à fabriquer des cuillères pour le saumon et on s'est ramassé avec des mélanges à l'infini. Toutes les variantes ont été pratiquement mises sur le marché, du jaune avec du rouge avec du bleu, du mauve, du noir, du gris. Ce que je conseille aux gens, moi, c'est de se limiter un méné, ça a une couleur, c'est argenté, de se limiter aux couleurs principales. De toute façon,
plus de 50 pieds à plus de 50 pieds de profondeur, toutes les couleurs deviennent noires, à l'exception du bleu et du vert, qui sont les seules deux couleurs qui peuvent être vues en profondeur. Donc, quand vous mettez un leurre à plus de 50 pieds, allez-y pour une couleur verte uniforme. De toute façon, toutes les cuillères ont un dos qui est argent. Donc, peu importe la couleur que vous mettez à l'eau, vous avez déjà 50% de la réflexion qui est celle qui émite un méné. Donc, ce que je vous conseille, c'est au lieu de dépenser une fortune en cuillère, de mettre 1 000 $ puis vous achetez une grosseur de cuillère dans 10 000 couleurs, plutôt contentez-vous d'une dizaine, une douzaine de cuillères. Prenez les couleurs principales, le blanc, le vert, le jaune-orange pour la truite en surface. Au lieu d'avoir plusieurs couleurs, prenez moins de couleurs, mais achetez la cuillère dans chacun des formats, une petite, une moyenne et une grosse. Et c'est un peu comme les pêcheurs en rivière. Si vous prenez une truite mouchetée et vous regardez son contenu stomacal dans l'estomac, qu'est-ce qu'elle a mangé, et si vous voyez des larves de libellules, bien, vous allez mettre une mouche qui imite une larve de libellule. C'est la même chose avec les saumons. Si vous prenez un saumon et vous ouvrez le ventre et vous voyez un Gasparo qui est de cette grosseur-là, qui a 5 pouces, prenez une cuillère qui est de grosseur semblable et vous allez améliorer vos chances. Du soir, Bowmanville. Attention, je vois ça. Bon. Il est pas loin. Oui. Attention à la main. Oui. Faut pas accompagner le poisson dans des conditions gagnantes comme ça, c'est impossible.
Bon.